Bonsoir Frédéric. Alors, on va se poser la question du rôle du sexisme dans les violences contre les femmes. Donc, Frédéric, vous êtes cofondatrice avec le docteur Pierre Foldès et directrice générale de l'Institut de santé génésique, qui est un centre pilote de prise en charge globale de tout type de violence contre les femmes. Vous dirigez une équipe polydisciplinaire de 25 professionnels, aussi bien dans la médecine que juristes, etc. Et qui a pour objectif donc cette prise en charge globale. Parallèlement, l'association Women Safe and Children accueille que vous dirigez ou que vous présidez, je ne sais plus Frédéric, mais je sais que vous êtes de toute façon un pilier incontournable avec Pierre. Donc, vous accueillez et soignez femmes et enfants victimes ou témoins de violences. Et c'est une association qui est précurseur dans son domaine, puisqu'elle permet de faire travailler ensemble et la médecine et la justice. Donc, Frédéric, parlez-nous peut-être de cette prise en charge, dans la violence, cette prise en charge globale. Est-ce que c'est un moyen de réduire le sexisme? Merci beaucoup, Jocelyne. Alors, je suis ravie de prendre la suite de Blandine Métayer. Alors, je vais juste faire cette introduction qui me paraît essentielle. En 2021, on a été saisi par un collectif du cours Florent qui a décrit et qui décrit tout ce que vous dites, Blandine, avec ces jeunes femmes qui subissent dans leur enseignement du sexisme permanent et même extrêmement grave. C'est un collectif que nous suivons, que nous soutenons aujourd'hui avec force et vigueur. Et on ne lâchera pas parce que c'est des jeunes filles qui sont très impactées par les violences sexuelles et sexistes qu'elles subissent au sein d'un cours aussi réputé et aussi, on va dire, adoubé par beaucoup de professionnels. Et pour autant, c'est un lieu dans lequel s'exerce beaucoup de violences. Donc ça, je voulais faire le lien. Pour moi, le sexisme, et je remercie ce collectif Ensemble contre le sexisme, et évidemment la clé aussi, de me convier en fait à prendre la parole sur ce sujet des violences qui effectivement fait apparaître un sexisme finalement presque ordinaire, puisque la violence, c'est du sexisme à la base. Alors moi, j'ai interprété cette invitation, comment le sexisme se manifeste dans les violences et que peut-on faire? Alors, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la violence envers les femmes est systémique. Cela signifie qu'elle sévit partout, tout le temps, sans se soucier de la couleur de peau, de la classe sociale, de la religion, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Elle est protéiforme, cumulable et universelle. Les chiffres sont univoques. Alors, je pense que dans ce groupe, vous connaissez d'autant plus ces chiffres qui sont une réalité. C'est que 143 000 victimes de violences conjugales en 2019, 213 000 femmes ont déclaré avoir été en moyenne victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. 43% des femmes sont tuées, qui ont été tuées, pardon, avaient déjà déposé plainte, ce qui est grave. Plus grave encore, la plupart ne le font pas. 27% des victimes se déplacent au commissariat, seulement 27%, 18% déposent plainte et 7% une main courante. Alors, c'est des chiffres qui sont terribles. Alors, vous avez compris que dans la présentation, j'ai beaucoup insisté sur le fait que présentez-nous comme une organisation qui avons voulu réunir des femmes dans un lieu qui réunit beaucoup de professionnels, mais également leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 ans, on a constaté que ces enfants n'étaient la plupart du temps pas du tout pris en charge dans le cadre des violences et que les enfants sont souvent les dommages collatéraux. On dit bien que c'est des enfants qui sont potentiellement des futures victimes ou auteurs, puisqu'on les dit vulnérables à ce moment-là, surtout quand ils sont témoins de violences sans avoir pu, on va dire, évacuer les choses dont ils sont témoins. Alors c'est vrai que Women Safe, quand on a construit ce centre, donc avec Pierre Foldès, puisque vous l'avez cité en tant que cofondateur, on a voulu déjà exprimer une chose, c'est dire que c'est un sujet qui concerne les femmes et qui doit être porté par une société constituée d'hommes et de femmes, dont cette volonté de dire que nous l'avons confondée en tant qu'hommes et que femmes. L'Institut, donc, elle est partie d'un constat, évidemment, c'est celui de l'universalité des violences à l'égard des femmes, puis la volonté d'y apporter une meilleure réponse. Il était impossible pour nous d'adopter une technique d'organisation en silo,
Alors l'organisation en silo pour parler de la manière dont on traitait les violences, à l'époque où on a lancé ce dispositif, c'était plutôt par forme de violence. Donc on parlait effectivement d'une association qui traitait plutôt l'excision, plutôt le viol, plutôt l'inceste, alors qu'en fait, une victime, elle peut avoir été impactée par plusieurs formes de violence. C'est important de le dire. Et quand on est dans un schéma de réparation, on ne peut pas s'empêcher de prendre en considération l'ensemble des violences qu'elle a pu subir, même dans l'enfance. Et c'est au bout de pratiquement 6 mois, 1 an, toutes ces femmes que nous rencontrions à l'époque étaient des femmes qui, à 70%, avaient été victimes de violences dans l'enfance. D'où déjà notre choix de traiter toutes les formes de violence. Et la deuxième, c'est d'y inclure systématiquement, surtout dans le cas d'une demande très très précise des femmes, d'entendre et d'écouter ces enfants qui sont témoins. Donc notre engagement auprès des enfants, vous l'avez compris, est très important. Celui de l'universalité des violences, alors à l'égard des femmes, et puis c'est aussi la volonté d'apporter une meilleure réponse. Il est impossible d'aborder une logique ne traiterait pas toutes les formes de violence, et c'est donc une réponse que nous voulons globale, avec un problème toujours global. Son objet est aussi simple qu'efficace. C'est un accompagnement qui doit tenir compte autant de la situation sociologique de la personne, médicale, parce qu'on a souvent oublié de parler de l'impact des violences sur la santé des victimes. Je dirais des victimes pour pas stigmatiser et dire qu'il n'y a pas de victimes hommes, mais je vais reprendre le sujet des femmes puisque c'est celui qui nous préoccupe. Évidemment, tout l'impact psychotraumatique qui existe énormément dans toutes les situations de prise en charge des victimes aujourd'hui. Il n'y a pas de victimes que nous recevons qui n'ont pas été impactées de manière psychotraumatique. Son organisation, donc l'organisation de Women's Safe se veut de curation évidemment, mais ça s'inscrit dans un projet de société à long terme en mettant on va dire en exergue la prévention au cœur de nos actions. Alors, les équipes qui sont constituées, que nous constituons, donc c'est des équipes de professionnels de santé qui sont constituées de médecins, de psychologues, des juristes, des avocats pour la partie juridique. Il y a aussi, et on a poussé très très loin en fait la curation jusqu'au traitement du psychocorporel, puisque le corps a des impacts qu'il faut aussi traiter. Une fois que le psychisme est traité, nous nous attaquons entre guillemets au corps pour justement pouvoir faire évacuer toutes les formes de violence subies. Donc de la prévention au dépistage en passant par la détection, Women's Safe a été choisi par les universités aujourd'hui parisiennes. On a à peu près 7 grosses universités parisiennes qui nous ont choisis, d'abord pour les aider à mieux appréhender le sexisme et donc le harcèlement sexuel et sexiste dans les universités. C'est d'autant plus un projet ambitieux que on sent en fait une méconnaissance du sujet, que ce soit dans les personnes qui sont désignées dans les universités pour traiter ces sujets-là, les porter et en tout cas en faire un combat au sein des universités. Et là on reviendra au principe de la formation, c'est des endroits dans lesquels il faut nécessairement investir toutes les parties, ou en tout cas tous les acteurs qui doivent être aujourd'hui sensibilisés à la détection et au dépistage effectivement des formes de violences sexistes et sexuelles. Demain, Women's Safe, évidemment, on ambitionne d'essaimer. On est déjà en train de travailler à l'essaimage sur plusieurs lieux. Pourquoi essaimer? Parce que les femmes viennent de 51 départements différents, que ces femmes qui viennent jusqu'à nous, on préférait aller vers elles plutôt que de les amener encore à aller vers un parcours pour nous rejoindre, certes dans un lieu qui est confortable puisqu'on y réunit un certain nombre de professionnels qui évitent les réorientations. Alors, pour moi, et je suis très contente d'entrer dans un monde où on parle du sexisme à travers plusieurs prismes, que ce soit le prisme de la culture, tous les prismes que vous allez aborder ce soir, le sport, etc. Nous, au sein des violences, le sexisme, c'est principalement les injustices que nous recevons et que nous accueillons comme quelque chose de révoltant pour nos professionnels, puisqu'on est confronté à des injustices qui sont des prises de décision qui deviennent, on va dire, insupportables pour nos professionnels, dans la mesure où, quand on porte effectivement une situation vers la justice, souvent on est confronté à une incompréhension totale et presque, on va le nommer, à du sexisme. Alors,
le premier, en fait, j'ai voulu un peu catégoriser les violences dans des environnements très précis. La violence et les impacts sur la santé, vous l'avez compris. Je vais commencer par un sujet qui intéresse beaucoup Moira, mais sur lequel on est évidemment extrêmement actif. Le premier sexisme, c'est évidemment une violence qui s'appelle l'excision, puisque la violence sexiste, la violence l'excision, c'est bien une violence sexiste par la maîtrise de la sexualité des femmes. Puis il y a les violences sexuelles telles que le viol, l'inceste, qui sont difficilement reconnues lorsqu'elles sont déclarées de manière différée. Ce sont des violences à fort impact psychotraumatique qui laissent la victime longtemps isolée dans son discours, incomprise, souvent trouvant des oppositions lorsqu'il s'agit de ne pas entacher la cellule familiale, manquant d'éléments de preuve, la laissant dans l'incertitude d'avoir réellement vécu les faits. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour nous et c'est malheureusement les faits qui sont souvent relatés et sur lesquels nous n'arrivons pas à aboutir quand il s'agit soit de sexisme, soit de violence type le viol ou l'inceste. Entré dans le code pénal en 1791, le viol n'a été défini et véritablement puni qu'à la fin des années 1970. Les victimes, quant à elles, sont très souvent traitées en coupables, inconnues, soupçonnées d'avoir été imprudentes ou provoquant au motif qu'elles ont parlé à des inconnus ou sont sorties tard le soir, seules et sans protecteur. Les femmes violées qui décident de porter plainte doivent aujourd'hui encore subir des violences symboliques. Les faits sont toujours minimisés et le non-consentement remis en cause. Le viol reste la seule infraction criminelle dans laquelle la victime se sent systématiquement coupable. Les délais d'instruction sont longs, en moyenne 4 ans, et une plainte sur 10 seulement finit aux assises. Ça, c'est les stéréotypes sexistes ont la vie dure. 42% des Français pensent que si la victime a une attitude provocante en public, la responsabilité du violeur doit être atténuée. Le viol conjugal est enfin reconnu, mais uniquement lorsque l'homme avait utilisé la violence pour violer une femme. Alors, dans les violences et la justice, le nombre de dossiers de situations de pension alimentaire non payées, je ne vous en parle pas, c'est pratiquement systématique, plongeant la femme et les enfants dans une précarité sociale brutale. Dans la grande majorité des cas, c'est la femme qui quitte le domicile acquis en commun, ce qui donne ensuite à l'homme d'innombrables avantages, par exemple de faire évaluer le bien en sa faveur par un expert immobilier lorsqu'il s'agira de partager le patrimoine. Puis je vais faire référence au livre de Céline Vessière et Sybille Golac. Les prestations compensatoires sont certes prévues pour permettre aux divorcés d'être dédommagés de la perte du niveau de vie, mais comme le disent Céline et Sybille, elles démontrent que ce n'est là qu'une légende machiste, parce que différents artifices là, encore légaux, l'homme parvient le plus souvent lors de la séparation à dissimuler une partie de la richesse et à nier la réalité du travail invisible de l'épouse, typiquement cette tâche ingrate par excellence qu'est la comptabilité, par exemple. Selon les juges aux affaires familiales, là aussi je fais référence à ce livre et c'est très important, enfin, j'ai trouvé beaucoup de références sexistes évidemment. Les juges aux affaires familiales qui décident du montant des prestations compensatoires sont à 75% des femmes qui ont toujours travaillé et se montrent peu enclins à dédommager celles dont elles ne comprennent pas la situation de femme au foyer quand elles ne la désapprouvent pas franchement. Les violences et les actions sociales. Alors ça aussi, la femme part avec ses enfants. On le lui reproche souvent parce qu'elle pourrait rester au domicile où ont lieu les violences. Oui, parce qu'elle préfère fuir, se met alors en place une organisation sociale qui va la pénaliser de longs mois jusqu'à céder et elle peut retourner au domicile. Jamais il n'est tenu compte de la réalité de vie de la femme, l'éloignement des enfants lorsqu'elle est placée et aidée par les actions sociales. On ne tient pas compte de l'éloignement des enfants de leur lieu de scolarité, du lieu professionnel trop éloigné pour maintenir son activité. Ça, c'est des situations que nous rencontrons trop souvent. Trop souvent, on reproche à la femme de ne pas tenir compte finalement des textes de loi qui diraient qu'elle pourrait rester au domicile, mais on comprend bien que quand une violence est exercée dans un lieu, on n'a pas envie de perdurer dans ce lieu-là, mais pour autant, les juges ne sont pas très cléments sur ce point-là. Et puis, je finirai par les violences et les parcours migratoires. Là aussi, on y trouve finalement des femmes qui sont souvent isolées, sans ressources et sans papier. La justice privilégie le domicile du père, même reconnu violent.
Et puis, pour reprendre mon introduction sur le cours Florent, nous sommes saisis actuellement de nombreux collectifs de femmes qui se constituent, que ce soit des femmes dans les milieux culturels, que ce soit des femmes journalistes, des femmes de la publicité, qui se créent en collectif. Je pense que c'est un mouvement, enfin, ce sont des mouvements très, très forts que nous prenons comme finalement des perspectives d'avenir qui nous paraissent à être une mobilisation très positive parce qu'elles dénoncent leur réalité de vie professionnelle. Donc, c'est des femmes qui sont actives professionnellement, soit des jeunes filles qui vivent des choses dans le cadre de lieux d'enseignement comme le théâtre, par exemple, mais il y a d'autres lieux qui ont été identifiés. Et je mets un fort espoir pour que ces jeunes filles ces jeunes femmes aujourd'hui dénoncent toutes les violences sexistes qu'elles subissent. Et je pense que ces témoignages-là, il faudrait un jour nous aider à les porter, on va dire, peut-être plus publiquement, parce qu'aujourd'hui, elles sont très impactées. Elles ne prendront pas la parole, sauf dans des colonnes. Je pense notamment à la Tribune du Monde qui leur a laissé la parole. Il faut savoir une chose, et là je reproche un peu aux journalistes de temps en temps de maltraiter les victimes. Elles ont été très maltraitées alors qu'elles voulaient simplement dénoncer des faits. Je pense que euh, le, cette manière effectivement d'aborder enfin, le sujet des violences me paraît pas facile à poser dans un contexte où la société n'accepte pas toujours les dénonciations, voire des dénonciations sur la place publique de faits sexistes, réellement sexistes. Voilà.